La période de 1834 à 1840 est une période de tension sociale et de tension politique au Bas-Canada et au Haut-Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir plusieurs causes qu'on a vues d'ailleurs dans les derniers épisodes, et bien sûr, il va y avoir des conséquences à tout ça. Ce qui va amener le Parti patriote à envoyer à Londres une série de revendications qu'on va appeler les 92 résolutions, et bien sûr le gouvernement britannique de répondre avec les 10 résolutions Russell. C'est ce qu'on va voir, bien sûr, dans Pas d'histoire sans histoire. On va débuter avec la montée de la colère au Bas-Canada et les raisons pourquoi ça arrive. En fait, les tensions entre les divers groupes de la société du Bas-Canada augmentent à la suite de plusieurs événements majeurs qui vont frapper la colonie. Premièrement, on a la crise agricole. À partir de 1815, mais particulièrement à partir de 1830, on se retrouve avec des campagnes qui ont de la misère à se nourrir. On a une population qui est beaucoup trop grande pour l'espace agricole que le Bas-Canada possède à ce moment-là. Mais de surcroît, il y a plusieurs événements qui vont arriver au fur et à mesure. Là, on parle de famine, on parle d'invasion d'insectes, etc. Donc, ces événements-là vont faire en sorte que les gens ont un besoin flagrant que le gouvernement, ou du moins que quelqu'un ou une organisation, une institution leur vienne en aide. Et malheureusement, le gouvernement colonial ne va pas dans le même sens que les besoins de la population. En effet, plusieurs cantons vont être ouverts, comme on le sait très bien dans les cantons de l'Est, et qui vont être refusés en grande partie à cette surpopulation canadienne francophone catholique. Pour des raisons très politiques, en fait, le gouvernement britannique voulait réserver ces terres-là finalement à des nouveaux immigrants britanniques. L'autre événement majeur qui va se dérouler durant cette partie-là, en fait, pendant ce temps-là, et qui vont augmenter les tensions sociales entre les deux groupes, c'est en fait les épidémies de choléra. En fait, au début des années 1830, particulièrement l'Irlande, mais en bonne partie aussi le Royaume-Uni, en fait l'Europe, mais particulièrement les îles britanniques, est frappée par une épidémie de choléra. Maladie qu'on veut pas vraiment avoir, une maladie qui n'est pas encore disparue, mais sur lesquelles on est capable d'agir aujourd'hui. Mais à l'époque, la meilleure façon de se prévaloir de moyens d'assurer sa sécurité au point de vue de la santé publique, c'était de mettre les arrivants, ou du moins les gens qui étaient aux prises de cette maladie-là, en quarantaine. Bon, ça peut probablement vous rappeler quelque chose. Alors, on est totalement dans cette façon d'être, mais il faut dire que la quarantaine à l'époque, le mot le dit, c'était 40 jours. Alors, ce n'était pas un petit 14 jours comme on l'a vécu dans les récents mois, en 2020. Mais c'était vraiment une quarantaine de jours. Et l'ensemble des immigrants britanniques qui arrivaient au Bas-Canada, et particulièrement à Québec, plusieurs d'entre eux étaient malades. Et donc, alors le gouvernement colonial, pour éviter justement que ces gens malades-là arrivent à Québec et déclenchent une épidémie absolument désastreuse, ben, on est obligé tout simplement de mettre en place une zone de quarantaine sur une île. On va appeler la Grosse Île, une station de quarantaine complète qui va être installée là, et où les gens vont devoir passer un certain nombre de temps. Ils vont être triés sur le fait pour voir s'ils ont des symptômes, s'ils n'ont pas des symptômes, s'ils ont côtoyé des gens avec des symptômes. S'ils ont eu des symptômes ou côtoyé des gens avec des symptômes, on va les garder sur l'île pendant un certain temps, pendant 40 jours. Et si à la suite de ça, ils n'ont pas développé la maladie ou tout simplement ils sont guéris, et là, on va pouvoir les envoyer à Québec, Trois-Rivières ou encore à Montréal. Mais ça n'empêchera pas qu'il y ait des épidémies majeures qui vont se déclarer à Québec et à Montréal à ce moment-là, et particulièrement à Québec, où plusieurs milliers de personnes dans les années 1830 vont mourir de la maladie qu'on appelle le choléra. Et le troisième événement qui va susciter justement des tensions
ici sociales, mais également politiques, mais là, on parle des élections de 1832. Effectivement, les élections de 1832, à comparer aux autres auparavant, vont se dérouler, on pourrait dire, dans un espace un petit peu plus violent, un petit peu plus agressif. En effet, à Montréal, lors d'un rallye politique, il va y avoir une émeute qui va se déclencher lors des élections, tout simplement. Alors, une émeute qui va opposer les militants des partis patriotes contre ceux du Parti des démocrates. Ça va en venir, finalement, c'est dans une journée complètement pluvieuse, place d'Armes. Imaginez, là, le place d'Armes, c'était pas complètement un sol en pierre ou en asphalte à cette époque-là. On parle plus de terre battue. Et là, la boue qui se mêle à ça, la grande pluie, etc. Et donc là, imaginez que c'est plusieurs centaines de personnes qui se tapent dessus, hein, qui se tapent sur la gueule, on va le dire comme on le dit en bon québécois. Et donc là, cette émeute-là, on va être obligé de faire intervenir l'armée et la maréchaussée, ou la police, si vous préférez. Et ça va quand même mal finir, parce que le gouverneur Elmer, le gouverneur de la colonie, lorsqu'il va apprendre qu'il y a une émeute à Montréal, il va décider justement de faire intervenir l'armée, et il va clairement dire à ses officiers de mettre fin à cette émeute et manifestation-là le plus rapidement possible. Une fois sur place, se passa ce qui devait se passer, tout simplement. Les officiers vont demander à leurs soldats de faire feu sur la foule, et dans le processus, il va y avoir plusieurs blessés, mais surtout 3 Canadiens de tués, ce qui va faire les manchettes dans les jours qui vont suivre. Et le gouverneur Elmer va refuser dans les semaines suivantes, même si le Parti patriote, les députés du Parti patriote à la Chambre d'Assemblée le demandent, il va refuser de mettre en place une enquête gouvernementale, ce qu'on appelle une enquête publique, hein, pour trouver les responsables et bien sûr les punir. Et donc, les responsables de cette fusillade provenant des soldats, on va le dire, et des officiers, bien, ça ne sera jamais puni. En 1834, les députés du Parti patriote et le Parti patriote en général, bien sûr dirigés par Louis-Joseph Papineau à l'époque, vont proposer une série de revendications, de demandes, sous la forme d'un document quand même très important dans l'histoire du Québec, c'est-à-dire les 92 résolutions. Mais pourquoi le Parti patriote va en venir à écrire cette série de revendications-là et de l'envoyer finalement au gouvernement britannique directement à Londres? Mais essentiellement, c'est que chaque demande qu'il faisait finalement au gouverneur et aux membres du conseil, mais particulièrement au gouverneur, et là, à ce moment-là, c'est le gouverneur Matthew Wilworth Elmer, donc le gouverneur Elmer qui répondait toujours par la négative à toutes les demandes du Parti patriote pour toutes sortes de raisons. Et donc, voyant que le gouverneur n'était pas très ouvert à travailler avec le parti majoritaire à la Chambre d'Assemblée, alors le Parti patriote, Louis-Joseph Papineau, vont décider d'écrire ces 92 résolutions-là en février 1834. Par contre, ayant eu vent que le Parti patriote avait envoyé ce document-là directement à Londres sans passer par lui, le gouverneur Elmer, bien sûr, va se refuser à ce qu'on sape son autorité, hein, c'est son pouvoir de cette façon-là. Il va décider en avril 1834 de dissoudre la Chambre d'Assemblée et de repartir en élection. Et bien sûr, y allant de discours en discours, à l'aide bien sûr des membres du Parti bureaucrate ou du British Party ou du Parti Tory, vous savez qu'il y a plusieurs noms qu'on pouvait leur donner. Bien, essentiellement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que même s'il fait ou il bien sûr, le gouverneur et ses amis font bien sûr des représentations auprès de la population pour pas que le Parti patriote redevienne majoritaire à la Chambre d'Assemblée. Bien, à la fin de ces nouvelles élections-là, le Parti patriote va obtenir 77 sièges, 77 députés sur un maximum de 88. Mais que contient ces 92 résolutions qui vont être envoyées au gouvernement britannique sans l'accord du gouverneur Elmer? Alors, on ne va pas repasser chacune des 92 résolutions. Bon, je dois avouer, en tant qu'enseignant, j'ai déjà eu
la fabuleuse idée, hein, je crois que je suis capable de l'avouer que des fois on fait des erreurs, j'ai eu la fabuleuse idée à un moment donné de ressortir le texte au complet et de le faire analyser par mes élèves. Oui, des erreurs de débutants. Mais enfin, ça fait au moins un bon 10-12 ans que je n'ai pas refait ce genre d'erreur-là. On va le dire vite comme ça. Et donc là, je vais vous souligner en fait les 5 points les plus importants parmi ces 92 résolutions-là. Le premier point en tant que tel, c'est au sujet de la gestion du budget par la Chambre d'Assemblée. Alors, dans les 92 résolutions, les patriotes vont demander que la gestion du budget, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle faire les dépenses, choisir combien d'argent on met dans tel ou tel projet ou truc, ou etc., que ça soit approuvé, adopté par la Chambre d'Assemblée, en fait choisi par la Chambre d'Assemblée, et non plus par le Conseil exécutif. Ils vont également y aller avec une demande ou une revendication qui était propre à eux depuis un certain temps et dont on a déjà parlé dans un autre épisode, c'est-à-dire que le Conseil législatif soit élu par la population et non plus nommé par le gouverneur. On s'entend que c'était dans l'objectif finalement d'enlever un certain pouvoir à la clique du château et de s'assurer que le gouverneur n'ait pas nécessairement des amis qui soient à l'intérieur du conseil et qui bloquent tout ce que la Chambre d'Assemblée décidait ou adoptait. Ils vont vouloir également un conseil exécutif élu par la Chambre d'Assemblée. Donc ça, c'est particulier parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, grosso modo, c'est ce qu'on va appeler la responsabilité ministérielle ou encore le gouvernement responsable. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans un précédent épisode, mais essentiellement, en grande ligne, le gouvernement responsable, c'est quoi? C'est en fait un comité exécutif dont les membres, un conseil exécutif dont les membres ne sont pas choisis par le gouverneur, mais plutôt nommés par la Chambre d'Assemblée parmi les députés en tant que tels. De là, la notion d'élection qui n'en sont pas vraiment, mais n'empêche que c'est une revendication des patriotes dans les 92 résolutions. Ensuite, on va vouloir avoir une approche beaucoup plus propre du gouvernement britannique pour protéger la langue française et le droit civil français au Bas-Canada. On va vouloir, en fait, le Parti patriote va vouloir que le gouvernement britannique s'engage totalement à protéger la langue française au Bas-Canada et le droit civil français, puisque la majorité de la population est francophone catholique. Et bien sûr, on va demander un accès beaucoup plus grand à des postes de fonctionnaires pour les Canadiens, car même à cette époque-là, il y avait une forme de racisme, on pourrait dire, une forme de préférence au sein du gouvernement colonial que les fonctionnaires, ou les hauts fonctionnaires du moins, soient bien sûr des gens qui parlaient anglais, qui soient des protestants, tout comme la loi britannique le demandait au Royaume-Uni. Pendant 3 ans, les 92 résolutions resteront lettres mortes. Le gouvernement britannique ne jugera pas nécessairement bon de répondre directement et rapidement aux 92 résolutions du Parti patriote. Ce qui va engager, bien sûr, encore des tensions sociales et des tensions politiques quand même assez fortes au sein de la population du Bas-Canada. Toutefois, qu'est-ce qui va réellement se passer? C'est qu'on va remettre entre les mains du ministre des colonies de l'époque, John Russell, le mandat, finalement, de réfléchir à la réponse du gouvernement britannique aux 92 résolutions. Pendant 3 ans, John Russell va y aller de rencontre par-dessus rencontre et va réfléchir justement à la meilleure façon de répondre aux 92 résolutions pour le gouvernement britannique et il va arriver avec une réponse en 1837 qu'on va appeler les 10 résolutions Russell, bien sûr qui porte le nom du ministre des colonies. Alors, on ne va pas encore reprendre chacun des éléments, on ne fera pas cette erreur-là, mais grosso modo, la réponse du gouvernement britannique ou du ministre des colonies aux 92 résolutions est assez forte et agressive, on va le dire comme ça.
En fait, le gouvernement britannique va rejeter toutes les revendications patriotes les unes après les autres. Donc, aucune des 92 résolutions ne va être retenue. Mais en plus, et ça on parle de la 10e résolution, le gouvernement britannique va autoriser le gouverneur de l'Amérique du Nord britannique, c'est-à-dire au gouverneur Elmer à l'époque, de percevoir les subsides sans l'accord de la Chambre d'Assemblée de la colonie. Et là, cet ordre-là, en fait, cette résolution-là, s'applique au Bas-Canada, mais va s'appliquer également à la Nouvelle-Écosse et, bien sûr, au Haut-Canada, ce qui va engendrer de fortes réactions. Ça sera un choc assez important chez les députés du Parti patriote de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. En effet, les 10 résolutions Russell n'est pas une simple claque au visage, mais c'est une bombe. Dans les faits, les 10 résolutions Russell, et particulièrement la 10e résolution, donnant le contrôle des subsides au gouverneur, leur enlève leur seul moyen de négocier face à un gouvernement qui est très autoritaire et très fermé à leurs propositions. Donc, la seule chose qui leur restait à Louis-Joseph Papineau et aux autres leaders du Parti patriote, c'était d'organiser ce qu'on appelle des assemblées populaires dans l'ensemble des comtés contrôlés par des députés patriotes. Mais qu'est-ce qu'une assemblée populaire? Mais voyez-y comme une forme de rassemblement public dans lequel des gens vont se déplacer pour entendre un orateur parler d'un certain sujet. Aujourd'hui, on pourrait parler de conférences, on pourrait parler de spectacles, etc. Mais là, on a une scène de bois, par exemple, ou sur le parvis de l'église, un des leaders patriotes, bien sûr accompagné de d'autres députés, vont faire une allocution ou un discours public devant la foule pour justement les convaincre du bien fondé de leurs revendications et bien sûr ici de leur dénonciation. Et donc, lors de ces assemblées publiques-là, ou ces assemblées populaires-là, on va dénoncer premièrement les résolutions Russell en disant que c'était une attitude très négative et agressive et anti-canadienne de la part du gouvernement britannique. Et donc, lors de ces assemblées populaires-là, on va avoir une partie des députés du Parti patriote, notamment Louis-Joseph Papineau, qui vont appeler au boycottage des produits britanniques. C'est ce qu'on va appeler les patriotes modérés. Alors, tous les produits provenant du Royaume-Uni, on va demander à la population de ne plus les acheter ou de ne plus s'en procurer, tout simplement, pour faire mal à l'économie du Royaume-Uni, de la métropole ou de la mère patrie. D'un autre côté, on a aussi un groupe de patriotes qui, eux, trouvent que les patriotes modérés ne sont pas assez, assez forts dans leur dénonciation et dans leurs gestes, dans leurs manifestations. Et donc, ces patriotes qu'on va dire radicaux vont plutôt commencer à véhiculer un message de prise des armes contre l'autorité britannique, c'est-à-dire d'inciter la population à sortir leurs carabines, leurs fusils, leur épée, leur fourche, leur hache, etc., et de s'attaquer directement à l'autorité britannique, c'est-à-dire à tout ce qui pouvait représenter le gouvernement, l'armée, les casernes, etc. Et donc, quand tout cela éclate, c'est un nouveau gouverneur qui est en place, c'est le comte de Gosford en 1837. Gosford n'est pas très reconnu pour être une personne qui aime les Canadiens. Au contraire, ça va être un gouverneur qui était très anti-canadien et qui voulait vraiment faire en sorte que la population canadienne s'assimile à la population britannique le plus rapidement possible. Et donc, lorsque ces assemblées populaires-là vont éclater au Bas-Canada et bien sûr au Haut-Canada, il va bien sûr les interdire progressivement. Et le 15 juin 1837, c'est en fait toutes les assemblées populaires, notamment au Bas-Canada, qui vont être interdites. Donc ainsi, il croyait pouvoir contrôler l'opinion publique.
C'est alors que les députés patriotes, par contre, et certains députés radicaux du Haut-Canada vont décider de poursuivre quand même leur assemblée populaire de façon tout à fait illégale pour justement continuer à véhiculer leur message. On s'entend qu'on est dans une période trouble, les tensions sont de plus en plus vives et bien sûr, on est sur un moment charnière de l'histoire du Bas-Canada et du Canada en général. Un moment de l'histoire où ces deux groupes-là vont s'affronter et bien sûr, il y aura une forme de révolution contre le gouvernement britannique en place. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça me ferait très, très, très plaisir. Allez bien sûr vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Bien sûr, pour suivre les autres capsules pour cette fin d'année scolaire. Alors, je vous rappelle qu'à partir de juillet, à quelle date exacte, je ne pourrais pas vous dire, mais à partir de juillet, je vais migrer sur une autre chaîne YouTube qui va s'appeler vraiment le nom que je donne depuis le début, c'est-à-dire à pas d'histoire, sans histoire. Donc, je vais vous avertir lorsque ça va être le cas. Donc, ceux qui seront intéressés, vous aurez juste à migrer. Bien sûr, avec une intro un petit peu plus professionnelle qui s'en vient, logo, bien sûr aussi des sujets qui vont être un petit peu plus poussés à certains égards, des sujets un petit peu plus drôles également, que je me réserve à faire. Alors, ça va être une chaîne qui va être quand même assez dynamique. Donc, je vous invite à vous y abonner lorsque ça sera, bien sûr, en ligne. Donc, d'ici là, continuez dans votre parcours. J'espère que ces capsules-là vont vous aider grandement. Et on se dit à la semaine prochaine.